tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Manga Press. Aujourd'hui, il sera question d'un dessin animé cher à mon cœur, pierre angulaire de l'animation injustement délaissée, Gatchaman. La bataille des planètes, la force G, le combat des galaxies, la patrouille des aigles. Ouais, il y a eu plein de noms et l'animation est un vaste bordel, c'est ce qu'on va voir. Cette année, c'est le 50aire de la création de cet excellent dessin animé et donc une très bonne excuse pour une rétrospective. Car il faut rendre à Gatchaman ce qui lui appartient. Méconnu, il a pourtant fortement influencé la pop culture et notamment les équipes de super-héros. C'est ce que je vous propose de revoir au travers de 3 parties. Dans la première, on se penchera sur l'histoire de Tatsunoko, l'entreprise à l'origine de Gatchaman, et la création et la distribution de la série, ainsi que son arrivée en France via les États-Unis. Dans la seconde partie, on abordera plus précisément l'histoire au travers des séries principales, avant de conclure dans une troisième partie avec les spin-offs, les remakes et les produits dérivés. On commence par un petit peu d'histoire. Gatchaman est une création originale de l'entreprise Tatsunoko, une maison de production fondée en 1962 par Tatsuo Yoshida, avec l'aide de ses 2 frangins, Kenji et Toyo Haru, qui étaient aussi connus sous le nom de Ippai Kuri, ou Ippai Kuri, excusez mon japonais. Pendant leur enfance, les frères ont été fortement influencés par les comics, le Japon étant alors sous occupation américaine. Ils aimaient beaucoup Superman, même s'ils étaient davantage attirés par les couleurs du dessin que par le texte qu'ils ne comprenaient pas puisque c'était en anglais. C'est ainsi que les 3 frères se sont intéressés au dessin, surtout Tatsuo et Toyo Haru, qui avaient un véritable talent et qui se lancèrent dans le métier d'illustrateur. Tatsuo immigra à Tokyo à 22 ans en 1954 pour participer à l'essor du manga. Il travailla beaucoup avec son plus jeune frère et participa même à l'illustration de la version japonaise de Superman de 1959 à 1960. Au début des années 60, il créa donc Tatsunoko Productions et se lança dans ses propres histoires, toujours sur papier. Et puis, en 1963, arriva sur les écrans japonais Tetsuwan Atomu, plus connu sous le nom d'Astro Boy, créé par le célèbre Osamu Tezuka. Oui, je le cite dans toutes mes vidéos sur les mangas, c'est quand même la base. C'est la révélation pour Tatsuo qui veut absolument se lancer sur des séries TV. Il commença par la création et l'adaptation en série live d'un manga intitulé Ninja Butai Gecko, qui mettait en scène une équipe de guerriers de plusieurs personnes. Les bases de Gatchaman et des équipes de super-héros à la sauce Sentai étaient posées. Et puis l'entreprise se lança dans la production de dessins animés. C'est à cette époque qu'est née sa première série d'animation, Space Ace, en noir et blanc, qui fut également édité en manga par la Shueisha et programmé par Fuji Television. Tatsuo se spécialisa dans des dessins animés avec une volonté affichée d'avoir un dessin plutôt sérieux. Très vite, il lança ensuite Mac Go Go Go, que vous connaissez sous le nom de Speed Racer. Gros succès pour Tatsunoko et adapté au cinéma par les Wachowski en 2008. Adaptation que je trouve d'ailleurs excellente bien qu'elle se soit fait bâcher. Un jour, j'en parlerai. Puis en 1969, Tatsunoko produit alors un dessin animé très célèbre pour nous français, Kurenai Sanshiro. Ça vous dit rien? C'est normal, c'est en japonais. Allez, je vous fais frémir. Et voilà, vous avez reconnu Judo Boy bien sûr, série de 26 épisodes que j'ai aimé. Tatsunoko souhaite plus que tout rendre ses personnages très réalistes. A noter que l'entreprise a utilisé cette série pour tester des concepts d'animation, comme l'effet utilisé lors du générique sur le personnage principal. Après cela, Tatsunoko créa des programmes un peu plus familiaux, un peu plus légers, comme les aventures de Pinocchio ou le petit prince orphelin qu'on a connu. Ça, c'était avant de se lancer dans la série. C'est en 1972 que Tatsunoko décide de lancer un programme plus sérieux, plus scientifique, autour d'une équipe de héros, plus précisément des ninjas, en s'inspirant de leur série Ninja Butai Gecko. L'envie est également de travailler sur le côté réaliste à la fois des personnages, de l'animation, pour rendre l'ensemble crédible d'un point de vue scientifique. La technologie et l'environnement seraient au centre des intrigues. Pour les aider, l'équipe fera appel à un prof de maths pour renforcer l'aspect scientifique. Et puis, il a fallu choisir le nom. Très vite, Kagaku Ninja Tai est sorti du chapeau, ce qui signifie en gros équipe scientifique ninja ou équipe de ninja scientifique. Chacun des membres de l'équipe avait un nom d'oiseau, même s'il n'était pas encore définitif. Les premiers noms c'était par exemple Ken Hayabusa, qui je crois signifie faucon pèlerin, mais mon japonais est pas très bon. Jun Shiratori, là c'est le cygne, Jo Takano, Ryu Ashio, qui est l'aigle, mais après ça va changer, et Jinpei Tsubakuru, là c'est l'hirondelle déjà. Du coup, Birdman était un nom de groupe qui commençait à s'imposer. Et puis un jour, lors d'une réunion avec l'agence de publicité de Tatsunoko, Gatchaman est sorti comme une blague. Mais en y réfléchissant, cela fut vite adopté car Gatcha est une onomatopée symbolisant le son d'une machine. Et la série, justement, est basée sur la technologie. Ça collait parfaitement.
Alors moi, gacha, ça me fait penser aussi au gachapon, ces machines inventées par Bandai qui délivrent un jouet dans une boule quand on y met une pièce et composée du mot gacha, qui évoque le nom de la manivelle qui tourne, donc le bruit métallique, et pon le bruit de l'objet qui tombe. Peut-être que Gatchaman et gachapon ont la même racine, je ne sais pas, mais en tout cas c'est à ça que je pensais en priorité. Bref, le son lié à gacha évoque la technologie si chère à la série, il est validé et le nom est fixé, ce sera Kagaku Ninja Tai Gatchaman. La série a obtenu un vrai succès au Japon. L'anime bénéficiait d'un bon budget, lui permettant d'augmenter de manière substantielle le nombre de cellulos nécessaires à l'animation. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cellulo, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, dont je mets le lien en description. À l'époque, un programme de 30 minutes nécessitait 3000 cellulos. Gatchaman en utilisait entre 4500 et 6000, c'est énorme. Cela pouvait même aller au-delà si Tatsuo l'estimait nécessaire. Les équipes ont aussi beaucoup travaillé sur les effets spéciaux, utilisant énormément les effets de fumée, la technique de l'aérographe pour les visières, les explosions étaient aussi très travaillées pour l'époque. Tout ça, évidemment, est à remettre dans son contexte. La série a beaucoup évolué et on voit que le character design s'est complètement amélioré entre les premiers épisodes et les derniers. Le programme a quand même 50 ans, il a vieilli, certes, mais pour l'époque, pour une série animée, il était de très bonne qualité. Et puis en 1977, un Américain découvre la série et décide de l'exporter. Cet Américain, c'est un producteur important de la télévision US, Sandy Frank. Cela a coïncidé avec la sortie de Star Wars et le succès pour la science-fiction. Comme l'exportation de production télévisuelle était plutôt nouvelle, notamment du Japon, Sandy Frank a négocié un contrat très intéressant qui lui promettait une distribution mondiale, à l'exception de quelques territoires. C'est pour cela que la version que nous avons connue est tirée de la version américaine. Et il avait tous les droits de merchandising associés. Sandy Frank prit conseil auprès d'Irvin Kershner, le gars qui a réalisé l'Empire contre-attaque, qui lui suggéra l'embauche de Alex Lobby, un employé d'Hanna-Barbera, pour gérer le projet, et puis l'équipe s'est étoffée. Car il ne s'agissait pas de faire une simple traduction et un doublage de l'œuvre. Des morceaux d'animation ont été créés et on voit bien la différence de qualité. Jugez plutôt. On voit bien la différence entre les scènes ajoutées, vraiment pas terribles, et puis tout le reste. Par exemple, le robot 7 Zark 7, comme d'autres éléments, ont été rajoutés afin de surfer sur la vague R2D2. Il n'existe pas dans la version japonaise. Des passages jugés trop violents ont été censurés, les morts également, et la série se voulait comme une aventure spatiale, alors qu'elle ne se déroule absolument pas dans l'espace, à quelques exceptions de près. Mais il fallait profiter de la mode Star Wars. Je vous passe l'histoire riche autour de la transformation de ce programme, et je vous renvoie vers ma source numérique que j'ai utilisée et que je mets dans la description. À la fin de tout ce processus est né Battle of the Planets, la bataille des planètes. Vous voyez l'influence, planète, star, battle, wars. Tout y est. Lancé en 79, le succès fut au rendez-vous pendant un temps avant de s'essouffler. Sur les 105 épisodes initiaux, 85 ont été diffusés aux States. En France, la bataille des planètes est arrivée en 1979 sur TF1 dans l'émission Les Visiteurs du mercredi. Et ce voulait être une réponse à Goldorak, diffusée alors sur Antenne 2. 52 épisodes furent d'abord diffusés, puis quelques années plus tard, une deuxième diffusion a eu lieu en 84 avec 21 épisodes, dont 15 inédits, soit un total de 67 épisodes. À la moitié des années 80, Sandy Frank ressortit la série en la redoublant et en supprimant la référence à la bataille des planètes, et c'est devenu G-Force, la Force G. Puis la société Saban, au milieu des années 90, acheta les droits des saisons suivantes, Gatchaman 2 et Gatchaman F, F pour Fighter. Elle mélangea tout ça et créa Eagle Riders, la patrouille des aigles. Alors, entre parenthèses, c'est n'importe quoi le titre, puisqu'il n'y a qu'un seul aigle dans la patrouille des aigles, et c'est Ken. La patrouille des oiseaux éventuellement, mais bon, c'est vrai que la patrouille des oiseaux, ça sonne pas terrible. Bref, des épisodes ont été supprimés, nous on a eu le droit à une partie en VHS, mais c'était quand même le gros bordel. Ils aimaient bien d'ailleurs mettre le bordel avec les séries japonaises, les Américains. Ils ont fait exactement la même chose avec Robotech, je vous raconterai. Heureusement qu'on a eu le reste de l'animation japonaise directement avec le Club Do et la 5, sinon ils nous auraient mélangé Ken le Survivant et Captain Tsubasa. Je vous laisse imaginer. Entre les deux, Jacques Canestrier, connu pour avoir ramené Goldorak, a aussi obtenu les droits de distribution en France pour Gatchaman 2. On a eu le droit à une VHS contenant les 4 premiers épisodes, c'est celle que j'avais. Je la regardais en boucle, j'en étais vraiment trop fan.
Toutes ces versions ne sont pas sans conséquences, c'est comme ça que Ken et ses amis ont eu plein de noms différents. Regardez ce petit tableau, je vous ai laissé juste les prénoms, c'est un peu compliqué au final de s'y retrouver. Et avoir une VOST non censurée et sans les rajouts relève du vrai parcours de combattant. Regardez, rien que Ken qui a eu comme prénom également Hunter, Ace et Mark, c'est n'importe quoi. La version américaine a aussi ajouté des musiques supplémentaires, j'ignore lesquelles dans ce vaste bazar, mais il y a vraiment des moments où la musique colle pas du tout à la situation. Exemple. De princesse. Thierry, tu as parfois du génie. À toi, princesse. Parfait. Mais quand cette porte sautera, on risque d'être criblé des Vous entendez? Moment dramatique, avec la musique derrière. Non mais sérieusement, vous trouvez que c'est en phase, vous? Attention. À titre de comparaison, c'est comme si vous voyez ça avec cette musique. On n'est pas du tout dedans, hein. Mais bon, il fallait adoucir le caractère trop sérieux du programme. Autre exemple du grand n'importe quoi, voici un épisode quelconque. Alors dans cet épisode, on vous dit dès le début que la menace sur notre planète... lancé depuis une nouvelle base établie sur la planète Zéro. Les Gatchaman, bah ils y vont. Allez tous chercher vos brosses à dents. On part en vacances très spatiales. Notez la précision quand même du GPS. À la limite de notre galaxie. Insertion du vaisseau dans l'espace. Mais dans la version japonaise, ils restent sur Terre, hein, ils partent pas dans l'espace. Et puis là, ils repartent pour affronter le boss géant qui détruit une ville. Mais la censure passe encore par là et on nous dit en voix off que la ville a été évacuée au préalable, hein, en 3 minutes. Donner des ordres pour faire évacuer tous les habitants de la région. Et voilà comment ça se Mais passe. c'est vrai, Pipo, si on prenait le raccourci par la Grande Ourse, on serait plus vite. Après la Grande Ourse, c'est n'importe quoi. Quand on sait que la version japonaise voulait un peu de rigueur scientifique et qui nous sort des phrases comme ça, la version américano-française va dans le grand guignolesque. Bref, voilà comment est né Gatchaman et comment ces héros sont arrivés en France. Personnellement, je déteste ces libertés que l'on prend avec les animés en les transformant pour les adapter. Et les Américains sont super forts pour ça. Même si cela permet de faciliter leur popularité et donc de connaître un super programme qui est une pierre angulaire de l'animation japonaise. Je m'arrête là pour la première partie et je vous donne rendez-vous pour la seconde où nous rentrerons plus en avant dans le sujet et découvrirons ensemble les différentes séries, les personnages, leurs origines et leur influence. À très vite.